Merci pour cette présentation. Est-ce qu'on a le temps pour un tout petit peu de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boitou. Oui, en 2012, à notre université d'été qui se trouvait à Bordeaux, nous avons eu une conférence par Nathalie Holla qui nous a parlé donc du problème de maturation de la vigne. Alors, vous nous présentez, et on a déjà eu aujourd'hui ou hier des présentations où vous considérez deux paramètres qui sont l'acidité et le sucre ou l'alcool, ce qui est la même chose, mais elle disait qu'il y avait un troisième paramètre à prendre en compte, qui est aussi le développement des produits sapides, ce qui donne le goût au raisin. Est-ce que ça mûrit en même temps que le reste? Elle semble dire que pas nécessairement. Et si oui, qu'est-ce qu'on en sait? Alors là, je vais certainement botter en touche parce que je peux pas vous répondre, du moins je suis pas sûre de ma réponse, donc voilà, il faut prendre avec les pincettes. On n'a pas de... Nous on part de choses connues, de relations qui existent entre le climat et la vigne, et on modélise à partir des données climatiques pour projeter un petit peu les différents objectifs de production. Je ne sais pas s'il existe des relations climatiques avec toutes les composantes en fait, de la vigne et du vin. Mais évidemment, ce sera à regarder. Moi, je peux peut-être vous répondre. Hein. Je suis l'intervenant qui suit tout à l'heure. Il faut savoir que dans la vigne, il y a deux maturités. Il y a ce qu'on appelle la maturité physiologique et la maturité phénolique. Et effectivement, l'un n'est pas lié à l'autre. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir atteint ce qu'on appelle une maturité physiologique, donc sucre acide, comme ça a été évoqué tout à l'heure, sans pour autant avoir atteint la maturité qu'on appelle phénolique. Phénolique, pour votre jargon à vous, c'est les tanins, c'est la qualité des tanins. C'est-à-dire que dans votre bouche, si on n'a pas atteint la maturité phénolique, vous avez des vins qui sont astringents, acerbes, goûts végétaux, etc. C'est la maturité des pépins et la maturité des peaux. Et ça, c'est hyper important. Et là, il faut savoir qu'effectivement, je vois, moi je suis de Chinon, je vous en parlais tout à l'heure, on arrive maintenant à atteindre particulièrement, la plupart du temps, la maturité qu'on appelle phénolique, mais on la suit de très près à chaque fois. Cette année, on l'a atteint difficilement, mais on y est arrivé au dernier moment, il fallait être patient, c'était limite. Donc ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour certains d'entre vous, si vous buviez des vins de Chinon-Bourgogne, vous aviez parfois des nez de poivrons verts, de poivrons cuits, si ça vous rappelle quelque chose, qui n'était pas toujours apprécié du consommateur. Et bien aujourd'hui, on n'a plus ce genre de choses, on est sur des notes de fruits, etc. Donc effectivement, il faut tenir compte de ces paramètres-là. Et l'autre paramètre dont vous n'avez pas parlé, mais qu'il faut tenir compte, c'est l'évolution de goût du consommateur. Il faut savoir que depuis 30 ans, 40 ans, le goût du consommateur a beaucoup évolué. C'est-à-dire que autant nos arrière-grands-parents étaient habitués à l'acide, à l'astringence, à des choses amères, sans problème, parce que c'était dans leur culture. Nous sommes nés génération sucre, qu'on appelle. C'est-à-dire que tout petit, on nous a mis du sucre, déjà avec les blédinas et le reste. Et donc aujourd'hui, il y a une appétence pour ça. Et ça veut dire qu'on demande au vin, le consommateur demande aujourd'hui au vin d'avoir une certaine sucrosité, donc une certaine richesse. Et c'est lié notamment à ce que je vous parlais tout à l'heure, la qualité des tanins. Donc effectivement, tout ça c'est effectivement sympa. Et moi je crois effectivement qu'il y aura la possibilité de faire de la vigne en Bretagne. Quand vous parlez tout à l'heure de la vigne en Angleterre, c'est essentiellement pour faire des bulles. C'est-à-dire qu'on est en climatique actuellement sur des raisins où on demande de l'acidité et pas trop de sucre pour pouvoir faire des méthodes que vous connaissez, des méthodes qu'on dit traditionnelles aujourd'hui, où on rajoute après du sucre, une fois la fermentation terminée, des liqueurs au moment de la mise en commercialisation. Donc on masque un petit peu ce phénomène, et ce qui donne une certaine élégance, une certaine fraîcheur, un certain plaisir. Et je crois que là, effectivement, ça commencera par cette phase-là. Nos amis anglais font des bulles, j'en ai bu plusieurs fois. C'est pas extraordinaire, je suis professionnel, donc peut-être un peu difficile, mais bon, parfois vous faites un petit peu encore la grimace pour l'acidité, etc. Mais ça vient, effectivement, il y a une évolution qui sera. Voilà, mais dites-vous bien quand même que dans un vin, il n'y a pas que la maturité physiologique, il y a aussi la maturité phénolique, et c'est hyper important. C'est très important gustativement parlant pour ça. Voilà ce que je peux vous dire sur les différentes maturités. Merci. Et y a-t-il d'autres questions? Ah, Pierre. Oui, la Bretagne est-elle autorisée à chaptaliser ces vins?
Je pense que oui. Oui, puisqu'il n'y a pas d'AOC, ils n'ont pas de charge. Non, c'est que c'est en zone B1. Ah, d'accord. Au niveau de la France, c'est en zone B1, vous avez le droit de chercher. Ils ont le droit de chercher. D'autres questions? Moi j'aimerais bien lu parce que les vignes sont assez... Finalement, vous avez des lignes relativement anciennes déjà ou je me suis trompée? Vers 2005 déjà? Les vignes associatives, certaines d'entre elles, je crois que la plus ancienne c'est même 1995. Et donc vous avez déjà des retours sur les vins finalement? Oui. Et est-ce qu'on peut savoir? les néo-viticulteurs, moi je ne les connais pas tous, hein, mais il y a note qu'il y a une amélioration. Voilà, le pourcentage d'alcool est nettement meilleur. Enfin, ils se rendent bien compte que le changement climatique est un atout pour eux, pour la qualité de leur vin. Oui, une question d'ignare. On n'a pas du tout parlé de sol. Moi, étant ignare, je pensais que le sol était très important pour le vin. Vous avez un peu parlé du granit. J'ai aussi entendu dire qu'il fallait torturer une vigne pour faire du bon vin. C'était par exemple le Châteauneuf-du-Pape. Il faut aller chercher des racines à 20, 30, 40 mètres. Vous n'en parlez pas du tout. Alors, non, parce que là, c'était changement climatique, donc j'ai vraiment axé sur les variables climatiques. Au niveau des sols, donc il y a toute une cartographie qui est faite par l'INRA, l'UNR, par Agrocampus à Rennes. Qui descendent même, je crois, à différentes échelles et même jusqu'au niveau de la parcelle. Donc voilà, c'est en ligne, hein, si vous voulez plus de renseignements. Vous tapez carte pédologique de la Bretagne. Donc moi, ce que je peux vous dire au niveau du sous-sol, hein, donc effectivement, il y a un gros, je sais pas, moi, 80% de la Bretagne, c'est du granit. Le socle hercynien, voire même cadomien, briovérien. Et il y a également du schiste. Le vignoble dans la vallée dans le Val de Rance est sur un filon en fait qui est presque similaire à ce qu'il y a sur le Léon ici. Donc il y a des affleurements un petit peu similaires. On peut retrouver des terrains. Je ne veux pas dire que c'est les mêmes. Hein. Merci de nous faire rêver et extrapoler des données du changement climatique. Voilà, j'avais juste une question parce que tu as l'air de dire que le déclencheur a été législatif, mais en général, quand il y a un feu vert législatif, c'est qu'il y a déjà une demande. Donc, est-ce que, comme j'ai vu que c'était au niveau européen, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays européens qui avaient aussi envie de profiter du changement climatique et qui ont essayé de pousser pour la libéralisation du système? Ah, ça, par contre, je ne sais pas, mais le développement des vignes en Belgique, par exemple, en ce moment, pareil, les superficies se multiplient, et puis en Europe du Nord, hein, parce qu'il y en a jusqu'en Suède. Maintenant, je ne sais pas trop au niveau si ça s'applique à d'autres pays en Europe. Je sais pour la France, mais... Il y a eu une bagarre au niveau de l'Europe. Micro. Et les pays qui voulaient absolument la libéralisation, c'était tous les pays nordiques qui voulaient libéraliser complètement la plantation de la vigne. Donc il y a eu une bagarre entre les pays producteurs, France, Espagne, Italie, etc., contre ces pays-là au moment de justement l'encadrement des droits de plantation. Et donc pourquoi ces pays nordiques voulaient avoir une libération totale? C'était tout simplement pour avoir des vins à bas prix, pour libérer le marché complètement, de façon à ce que, pour qu'ils puissent planter aussi peut-être certainement dans l'avenir, mais également pour avoir des vins à bas prix pour provoquer un afflux de la production, de manière à provoquer des prix beaucoup plus bas. Donc il y a eu une guerre, et puis ça s'est conclu finalement par un accord en disant on peut vous accorder maximum 1% de la surface nationale en plantation nouvelle chaque année. Alors après, chaque appellation décide. C'est-à-dire qu'un syndicat d'appellation a le pouvoir de dire, par exemple, nous, Chinon, c'est 0,5% de la production, de la surface chaque année, et ça peut être remis en cause chaque année. Hein, ça veut dire qu'il y a une gestion interne au niveau des appellations qui se fait par rapport au marché, par rapport à la demande, etc. Voilà. Donc, mais il y a eu une guerre avec les pays nordiques, madame, vous avez raison.
Je pense qu'on va arrêter pour les questions ici. On va donc remercier encore beaucoup Valérie Bonardo qui nous a montré les effets positifs de la RCP.